Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus pour ce premier numéro de rentrée d'International. Nous avons choisi cette semaine de traiter de la crise migratoire, les 300 000 personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée, les quelques 3 000 morts, dont Ilan, cet enfant dont l'image fait actuellement le tour du monde. Nous sommes ici à Genève devant le Haut Commissariat aux réfugiés et nous allons rencontrer Antonio Guterres qui est en charge de cette question pour les quelques 60 millions de réfugiés à travers le monde. International, dans un instant, la crise migratoire. Voilà, je vous accueille à l'intérieur de ce bâtiment du Haut Commissariat aux réfugiés à Genève. Merci d'être avec nous, Antonio Guterres, haut commissaire. Vous allez nous parler de la situation de ces réfugiés, de ces migrants. Émission que nous réalisons toujours en partenariat avec RFI. Sophie Malibaud est avec nous. Et avec le quotidien Le Monde, Christophe Hayat, chef du service international également, nous a rejoint sur ce plateau. Peut-être avant de parler de chiffres, de situations, une image. Cette image qui fait actuellement le tour du monde, qui fait la une des journaux de cet enfant Hayat, 3 ans, retrouvé noyé, une image qui bouleverse l'opinion publique. Comment vous, le haut-commissaire, avez-vous réagi à cette image? Naturellement avec douleur, mais surtout avec une énorme frustration. Pensez qu'une famille syrienne qui a vu sa maison détruite, qui a vu des membres de la famille tués ou des amis, des voisins tués, qui a dû fuir dans des circonstances extrêmement dangereuses et qui aspire à trouver une nouvelle vie en Europe, quand il y a des vols de Turquie qui coûtent 40 € dans les compagnies low cost, pour tout le monde, cette famille qui a déjà tellement souffert a dû se mettre dans les mains des passeurs qui sont des bandits, qui violent leurs droits et qui les mettent dans des bateaux, dans des circonstances inacceptables. Et finalement, un père qui a vu ses enfants... et son épouse disparaître. Est-ce que cette image... Alors, la frustration, parce que on pourrait l'éviter s'il y aurait des mécanismes légaux pour que ces familles qui ont besoin de protection puissent entrer légalement en Europe, ça ne se passerait pas. On y vient dans un instant. Est-ce que cette image, compte tenu de son retentissement, peut modifier le comportement des Européens, les opinions publiques? Je crois, pas seulement cette image, mais je crois que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ou tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines dans l'ancienne République de Yougoslave de Macédoine, ce qu'on voit à la frontière hongroise, et après cette image douloureuse, je crois qu'il y a un changement dans l'opinion publique européenne. Si vous me permettez, il y a toujours 2 émotions. Il y a des émotions de peur, quelquefois de xénophobie, et beaucoup d'agents politiques essaient d'instrumentaliser ces émotions, mais il y a aussi la compassion quand il y a un drame. Et ce que j'espère, c'est que les drames aujourd'hui puissent être de telle façon terrible que la perception des gens puisse faire que les sentiments de solidarité puisse surmonter les peurs, les autres émotions, et que l'opinion publique européenne devienne fortement favorable aux réfugiés et à son intégration en Europe. Sophie Malibaud, RFI. Monsieur Guterres, est-ce que votre frustration, elle ne vient pas aussi du fait qu'on a vu, il y a quelques mois déjà, on a déjà vu beaucoup d'images absolument atroces, notamment du côté de Lampedusa, donc sur les côtes d'Italie, avec déjà des naufrages vraiment avec beaucoup de morts. Et vous, en tant que haut-commissaire aux réfugiés, vous avez vu l'évolution de cette crise. Donc est-ce que votre frustration ne vient pas également de ça ? Oui, mais là, il faut dire en tout cas que quand l'opération italienne est terminée et que Frontex a commencé son opération, qui n'était pas une opération pour sauver des vies, mais essentiellement pour protéger les côtes européennes, nous avons insisté qu'il fallait mettre en place un système sérieux, efficace de sauvetage en mer
dans la Méditerranée centrale. Et là, il faut reconnaître qu'après un certain temps, l'Europe a réagi. Et qu'aujourd'hui, il y a une capacité de sauvetage dans la Méditerranée centrale bien plus grande qu'il y a quelques mois. Là, on a réellement fait quelque chose. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, le problème est essentiellement du côté grec. Et là, il faut le dire, l'Europe n'est pas du tout préparée pour recevoir, pour accueillir et pour trouver une solution à tous ces gens qui cherchent l'Europe par la Grèce. Christophe Ayad, Le Monde. Monsieur le haut-commissaire, qu'est-ce que doit faire l'Europe? Vous avez vous-même proposé que les pays européens accueillent un certain nombre de réfugiés. Comment les Européens doivent organiser ce flux qui arrive et qui est en train de menacer pour certains d'entre eux, en tout cas les accords de Schengen, la libre circulation et même les règles de l'asile que l'Europe s'est données? Mais voyons les choses en perspective. Nous avons à peu près 4000 personnes qui arrivent en Europe par jour. C'est énorme, mais ce n'est pas la première fois dans le monde. Et on a vu des situations bien plus dramatiques dans d'autres pays. Alors, ce qu'il faut, la première chose, c'est avoir des centres de réception efficaces là où les gens arrivent. C'est-à-dire les îles grecques, le continent grec, et après, parce que l'Hongrie est devenue maintenant une frontière européenne de l'Union européenne, l'Hongrie et, dans la mesure nécessaire, l'Italie, qui a une capacité naturellement plus forte. Il faut une réception où les gens puissent sentir qu'elles sont accueillies, qu'elles sont bienvenues, où l'assistance essentielle soit donnée aux gens, où l'abri soit disponible. Monsieur Guterres, vous entendez déjà des politiques, notamment en France ou ailleurs, ou en Hongrie, dire que ça va créer un appel d'air? Non, mais pas du tout. Ce qu'on a vu au Méditerranée centrale, on disait que si on retirait l'opération italienne qui sauvait des vies, ça arrêterait le mouvement. Ce qu'on a vu au commencement de l'année, c'est que le mouvement a augmenté. Après, on a créé des mécanismes de sauvetage. Et le mouvement n'a pas augmenté. Parce que les gens sont en train de fuir par une raison de désespoir. Naturellement, ce n'est pas le fait que les gens soient traités humainement qui va emmener des gens à venir en Europe. Donc, ils sont dans les centres de rétention, ce que vous disiez à Christophe. Je n'ai pas dit de rétention, j'ai dit des centres d'accueil. D'accueil. C'est un peu ce que les Européens proposent, enfin certains Européens sous le terme de hotspot, c'est-à-dire des centres où on traite les demandes. C'est exactement ça, les noms. Mais il faut comprendre que c'est un centre où les gens puissent être bien accueillis, enregistrés effectivement, et après, on puisse déterminer ceux qui ont besoin de protection internationale, d'accord avec la loi internationale, et ceux qui n'en ont pas besoin. Et pour tous ceux qui ont besoin de protection internationale, c'est là que nous proposons qu'il y ait un système obligatoire de relocalisation, parce que c'est évident que la Grèce n'a pas la capacité de les accueillir et de les intégrer, que la Hongrie n'a pas cette capacité, de relocalisation obligatoire, d'accord avec une clé de répartition qui soit juste, par tous les pays européens. Mais la moitié d'entre eux n'en veulent pas, M. Guterres. Les pays d'Europe de l'Est refusent les quotas. La Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne. Mais c'est là quelle autorité avez-vous alors, exactement, M. Guterres, quelle autorité avez-vous pour les contraindre? Je n'ai pas aucune autre autorité que la loi internationale et l'autorité morale de ce qui me semble aujourd'hui une cause de profonde justice. Ces gens ont besoin de protection, c'est le devoir de tout le monde qui a des principes humanistes de les recevoir. Et j'espère que les opinions publiques européennes iront obliger les gouvernements à le faire. Monsieur Guterres, est-ce que vous parlez de quotas à proprement parler? Le président de la République française n'a pas employé ce terme. Est-ce que vous estimez que cette répartition, ce sont des quotas? Bon, les noms ne comptent pas. Une clé de répartition, c'est une quota. On peut naturellement utiliser n'importe quel mot. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est que tous ceux qui ont besoin de protection, d'accord avec la loi internationale, puissent être accueillis par la totalité des pays européens, d'accord avec une clé de répartition ou une quota qui soit juste, qui soit proportionnelle aux capacités de chaque pays. Mais il faut en même temps que d'autres mécanismes puissent permettre à des gens de venir en Europe légalement. Et c'est là que la réinstallation traditionnelle, c'est là que l'admission humanitaire,
dont nous avons eu quelques dizaines de milliers l'année passée. C'est là que la politique des visas, si cette famille qui a péri aurait eu Ou seul le père a survécu. un visa, tout le monde serait en Europe sans problème. Des politiques plus flexibles de visa, des politiques en matière de réunification des familles, où l'Europe ne fait pas suffisamment. Alors si on a bien plus de mécanismes légaux pour que les gens puissent venir légalement en Europe, la capacité d'offre de ces organisations criminelles deviendra beaucoup moins efficace. Christophe Ayat. Monsieur le haut-commissaire, il y a un certain nombre de dirigeants européens qui sont hostiles à cette idée de quotas, de clés de répartition obligatoires, qui font remarquer qu'on demande beaucoup à l'Europe et on ne demande rien, par exemple, alors que le HCR est une organisation internationale, aux pays du Golfe, aux pays arabes, qui devraient montrer une forme de solidarité envers, par exemple, des populations syriennes qui fuient une guerre civile qui se passe dans leur propre région. Mais je viens hier de Abu Dhabi, où j'ai exactement demandé aussi aux pays arabes, aux pays du Golfe, de recevoir plus de Syriens. Et quelle était la réaction ? Il faut reconnaître que, premièrement, quelques pays du Golfe ont des programmes humanitaires très importants, et en Syrie et dans les pays limitrophes. Et aussi, si je vous donne un exemple, on a récemment fait un nouveau accord avec l'Arabie Saoudite, qui a à peu près 1 million de Syriens en Arabie Saoudite, et qui ont maintenant le droit au travail, à l'assistance médicale gratuite et à l'éducation gratuite. C'est-à-dire, il y a des pays qui font quelque chose, mais naturellement, nous demandons aussi à tous les pays du Golfe qui reçoivent plus de Syriens, comme nous demandons à tous les pays européens. Sophie Malibaud. Vous avez été à ce poste, Monsieur le Haut-Commissaire, depuis 10 ans. Comment se fait-il, selon votre analyse, comment se fait-il que maintenant il faut des quotas obligatoires ? Il y a déjà eu des crises migratoires par le passé et il n'y avait pas eu cette question de devoir contraindre à prendre des réfugiés, ça s'était passé autrement. Qu'est-ce qui a changé ? Premièrement, nous avons toujours dit que le système européen d'asile, tel qu'il s'est développé lentement dans les dernières années, était profondément dysfonctionnel. C'était un système d'asile à la carte, essentiellement, comme vous le savez. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous avons ce que nous avons, c'est en large mesure grâce à des décisions historiques de la Cour européenne des droits de l'homme. La première contre les pushbacks, les bateaux qu'à un moment donné l'Italie envoyait vers la Libye, si vous vous rappelez. Et la deuxième décision en évitant les renvois en Grèce, d'accord avec la règle à ce moment-là du Dublin 2. Alors le système est un système profondément dysfonctionnel. Ça marche pas, quoi. Mais il marche mal. Et il marche d'une façon que un certain nombre de pays font l'essentiel de l'effort et un grand nombre d'autres font un effort presque inexistant. Et il faut dire que, notamment en ce qui concerne les Syriens, des pays en particulier, l'Allemagne et la Suède, ont fait une remarquable contribution pour une solution du problème de ces familles, de ces milliers de familles qui cherchent l'abri européen. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Ce qui change, c'est que maintenant nous avons une pression quotidienne de 4000 personnes qui entrent en Europe. Et là, le système n'est pas seulement dysfonctionnel, le système est devenu chaotique. C'est-à-dire, rien n'est en place pour permettre que ça puisse être géré d'une façon efficace et humaine. Et quand un pays essaie d'appliquer les règles, et nous voyons maintenant ce qui s'est passé en Fyrom et maintenant en Hongrie, un pays essaie d'appliquer les règles, mais ça immédiatement conduit à un blocage et à des situations de tension extrêmement difficiles et quelquefois tragiques. On va peut-être rappeler les chiffres. Depuis le début de l'année, on estime, ce sont les chiffres du HCR, qu'aux alentours de 300 000 personnes ont traversé la Méditerranée. On parle de 2700 morts, un chiffre qu'on ne connaîtra pas vraiment. Vous dites une répartition, effectivement, vous avez cité l'Allemagne, mais tous les pays d'Europe n'ont pas nécessairement non plus les mêmes besoins, la même situation démographique. Est-ce que c'est ce qui explique, par exemple, que l'Allemagne soit plus accueillante avec les réfugiés ? Bon, premièrement, l'Allemagne a une capacité économique Bien sûr. qui
Mais elle a besoin d'une manœuvre qualifiée aussi. À une dimension qu'on doit reconnaître, mais il faut aussi signaler que l'effort allemand n'est pas proportionnel à l'effort d'autres pays. Et si on regarde la Suède, qui est un pays bien plus petit, on voit que vraiment ces deux exemples doivent être suivis par les autres pays dans la mesure de leurs possibilités, d'une façon qui soit une façon juste. On ne parle pas d'une répartition égalitaire, on parle d'une répartition juste de la contribution de tout le monde vers quelque chose qui est non seulement dans la loi internationale, mais dans les principes humanistes de l'Europe elle-même. Christophe. Est-ce que vous êtes choqué que l'Europe discute entre elles de ses moyens, de qui doit accueillir qui doit payer quoi, et alors que vos propres programmes de financement au Proche-Orient, ou des pays comme le Liban, la Jordanie, la Turquie accueillent un nombre de réfugiés bien plus important que n'en sont arrivés cette année en Europe, ou sur toute l'Union européenne, et vous avez du mal à boucler des budgets dans les camps, pour les écoles. Je crois que la rentrée scolaire s'est assez mal passée. Oui. Nous avons dans le monde à peu près seulement 2/3 des enfants réfugiés dans des camps qui ont accès à l'école primaire, et quelquefois de très mauvaise qualité, parlons franchement, et seulement 1/3 pour l'école secondaire. Dans le cas syrien, pour les réfugiés syriens, seulement 1/3 a accès à une éducation formelle. Il y a après d'autres qui ont une éducation informelle, mais qui est plutôt un mécanisme de protection qu'un véritable mécanisme d'éducation. Alors, c'est vrai, les programmes d'appui aux réfugiés dans les pays limitrophes de la Syrie sont aujourd'hui, et on parle d'à peu près 200 organisations qui travaillent ensemble avec nous et avec les gouvernements de la région, sont aujourd'hui assurés à 40%, et plus dramatique, le programme en Turquie, et la Turquie est le pays d'exode le plus massif vers l'Europe, le programme en Turquie sont appuyés à 21% des besoins. Ça vous démontre qu'il y a effectivement une situation qui est une situation tragique. Beaucoup des gens qui sont en train de partir, ils partent parce qu'ils n'ont plus d'espoir vis-à-vis de la Syrie, mais aussi parce que leurs conditions de vie sont devenues extrêmement dures. C'est ça l'explication de l'afflux massif de cet été, enfin depuis le début de l'année, c'est-à-dire cette diminution des moyens dans l'accueil des réfugiés syriens, je parle du cas syrien, notamment au Liban et en Turquie? Je crois que ce double effet, perte d'espoir en ce qui concerne une solution politique en Syrie, et perte d'espoir qu'il y ait des conditions de vie acceptables dans les pays d'accueil, ce double effet est responsable pour la plupart des départs des Syriens. Après, il y a d'autres situations. Il y a les Afghans, où l'aggravation de la situation en Afghanistan et les difficultés de l'économie iranienne ont contribué à ça. Il y a les Irakiens, c'est la guerre en Irak. Et après, il y a toute la question africaine, où nous avons des situations qui sont aussi des situations typiques de réfugiés, mais nous avons aussi des situations de migration économique qui sont dues à l'extrême pauvreté d'un certain nombre de pays justement, africains. Monsieur Guterres, la difficulté, est-ce que ça ne risque pas d'être justement de départager, parce que finalement, quelquefois, les difficultés économiques, elles viennent de la guerre, et quelquefois la frontière est impossible à dessiner entre immigrants économiques et réfugiés politiques. Bon, je crois premièrement que toutes les personnes qui traversent la mer dans ces circonstances sont des êtres humains et doivent voir respecter leur dignité et leurs droits de l'homme. Et après, et c'est pour ça qu'il faut dans la réception la détermination du statut de réfugié ou une méthode de screening similaire, après tous ceux qui ont besoin de protection d'accord avec la loi internationale et avec une évaluation juste de leur situation, ont droit non seulement à ce respect, mais ont droit à la protection effective des États européens, qui ont l'obligation de les recevoir et de les intégrer. Antonio Guterres, nous allons faire une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, le temps de faire un point d'actualité. Nous nous retrouvons immédiatement après, ici au HCR à Genève, pour parler, encore beaucoup de questions à vous poser sur la situation de ces réfugiés, sur cette actualité douloureuse. A tout de suite.
Retour international, nous sommes à Genève, au Haut-Commissariat aux réfugiés. Notre invité aujourd'hui, Antonio Guterres, merci d'être avec nous. Haut-Commissaire aux réfugiés, nous parlions avant cette pause de la question, en effet, de l'afflux migratoire, de la situation des réfugiés. Question de Sophie Malibaud de RFI. Monsieur Guterres, vous avez parlé de l'accueil, de la nécessité d'accueillir au moins 200 000 réfugiés en Europe. Est-ce que vous pourriez préciser à quoi correspond ce chiffre, sur quelle durée, venant de quel pays? Et pour aller dans quel pays éventuellement? Je n'ai pas parlé d'accueil, j'ai parlé de relocalisation. C'est-à-dire si on a des centres de réception et si dans ces centres de réception, on détermine qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin d'être accueillies en Europe, d'accord avec la loi internationale, parce qu'ils ont besoin de protection internationale. Alors, l'estimation que nous avons de ces besoins de relocalisation à partir des centres de réception vers les pays européens, et dans notre perspective, tous les pays européens devraient contribuer à cet effort. Nous estimons que pour la période que la Commission... pour laquelle la Commission avait proposé au commencement 40 000 personnes, vous vous rappelez, dans le programme qui a été approuvé au Conseil européen, nous pensons que probablement les besoins seront de l'ordre de grandeur de 200 000. En ce moment même. Mais jusqu'à la fin de 2016. Mais ça ne correspond pas à tous les gens que l'Europe doit accueillir, parce que la réinstallation à partir des pays d'asile, parce que les visas qui soient octroyés, parce que les autres formes d'appui que les pays européens puissent donner s'ajoutent à cette relocalisation qui, à notre avis, doit être obligatoire et doit correspondre à la clé de répartition, la quota dont on avait parlé. Monsieur Guterres, ça fait plusieurs fois depuis le début de cette émission que vous parlez, que vous utilisez le mot obligatoire pour ces réinstallations. On voit, par exemple, en Hongrie, où on tente de s'encapsuler, c'est-à-dire de construire un mur. On écrit à langue indélébile, ça rappelle d'assez mauvais souvenirs, des numéros sur le bras des gens. Obligatoire, ça veut dire quoi? C'est un souhait. Qui peut obliger ces pays d'Europe à jouer le jeu que vous évoquez ici? Mais je crois qu'exactement la Hongrie serait un des pays qui aurait le plus grand bénéfice avec ce système. Parce que ça voudrait dire Est-ce que vous avez des dirigeants hongrois au téléphone, par exemple? Nous avons un contact régulier avec la Hongrie. D'ailleurs, vous avez avec la Hongrie une relation... un rapport affectif très fort. N'oublions pas que la première grande opération de l'HCR, après la fin des opérations relatives à la Deuxième Guerre mondiale, la première grande opération de l'HCR a été les réfugiés hongrois de 1956, si je me rappelle bien. Et vous nous dites que ça ça serait bien pour la Hongrie. Permettez-moi, ça c'est très important. À ce moment-là, 200 000 Hongrois ont été reçus en Autriche et en Yougoslavie. Et à ce moment-là, en 4 mois, 140 000 ont été relocalisés de l'Autriche vers d'autres pays européens, y compris même des pays hors de l'Europe. Ça montre, quand on parle de relocaliser 200 000 personnes, on ne fait rien de plus que ce que l'Europe a déjà fait quand les Hongrois en ont besoin. Et c'est pour ça que je crois que le peuple hongrois lui-même va faire comprendre à ses dirigeants qu'il faut avoir un rôle positif dans ce contexte et que cette relocalisation permettra exactement à la Hongrie d'avoir des conditions de réception des réfugiés sans que ça puisse se transformer dans un poids que la société hongroise ne pourrait pas accepter. Et que ce serait une opportunité. Parce qu'on relocaliserait vers les autres pays européens. Mais est-ce que vous pensez que la Hongrie est capable de bouger sur ce dossier? Il y avait même cet argument du président hongrois qui était de dire qu'il ne pouvait accueillir par exemple que des chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent... Une question clé dans... la protection des réfugiés, c'est que la protection des réfugiés doit respecter strictement un principe de non-discrimination, ni politique, ni d'ethnie, ni de religion. Ça, c'est évident. Mais ce que ce mécanisme de répartition permettrait, ce serait exactement à la Hongrie d'avoir un quota de personnes qui resteraient en Hongrie, qui serait bien plus réduit que l'afflux énorme que maintenant la Hongrie doit subir parce qu'il n'y a rien en place. Et c'est pour ça que je disais, quand un pays essaie de mettre en place quelque chose d'accord avec des règles qui ne sont pas respectées dans l'ensemble de l'Europe,
ce pays crée des problèmes et des difficultés à lui-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, où nous avons des situations extrêmement difficiles à gérer. Pour que l'on comprenne bien, cette émission à nouveau est diffusée en radio ou en télévision dans le monde entier. Compte tenu de situations d'urgence ailleurs, les Européens actuellement sont focalisés par cette situation, par cette arrivée massive, mais ce n'est pas la crise migratoire la plus grave de la planète actuellement. Non. Premièrement, 86% des réfugiés sont dans le sud, le tiers-monde. Dans des pays émergents, comme on dit. Des pays en voie de développement. En voie de développement. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'émergent même pas émerger, parce que ce sont... Dans des pays pauvres. N'oublions pas que il y a des réfugiés en RDC. C'est-à-dire l'RDC qui est un pays dans une situation extrêmement difficile. Il y a des réfugiés du Centrafrique et il y a des réfugiés du Rwanda. Donc majoritairement, les réfugiés sont au sud des pays pauvres. 86% des réfugiés sont dans des pays en voie de développement. Le Pakistan a eu à un moment donné plus de 5 millions de réfugiés afghans. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, 4000 personnes qui arrivent par jour en Europe, c'est un problème très sérieux. C'est quelque chose qui exige une réponse solidaire et d'émergence, mais à l'échelle de la planète, ce n'est pas une des plus grandes crises que nous avons déjà eues. C'est une crise gérable si tout le monde se met d'accord pour un programme d'action commun. Quand Rajoy, le Premier ministre espagnol, dit que ça menace l'avenir de l'Europe, il est trop catastrophiste? Je crois que ce qui menace l'Europe, c'est le fait que l'Europe ne soit pas capable de mettre en place un système efficace de réponse. Est-ce qu'il y a un manque de courage politique de la part des pouvoirs en place qui sont effrayés par la montée des extrémismes et notamment par la montée des partis eurosceptiques, xénophobes, etc. C'est évident qu'il y a en Europe, comme il y a dans beaucoup d'autres pays dans le monde, des sentiments xénophobes. C'est évident que ces sentiments sont exploités et par quelques médias irresponsables et par quelques responsables politiques qui essaient d'en profiter. Mais je suis entièrement convaincu que c'est les dirigeants politiques, je dirais des grandes forces politiques européennes, assument aujourd'hui d'une façon courageuse qu'il y a des réfugiés qui sont des victimes de la terreur, pas des terroristes, qui sont des victimes, les premières victimes de la terreur. Je suis entièrement sûr que l'opinion publique européenne suivra. Le courage, quand il est sincère, contamine. Et Bruxelles, vous trouvez que les instances européennes, elles font leur travail en ce moment? On est en dialogue constant avec la Commission et j'espère que la Commission puisse proposer brièvement des mécanismes bien plus forts pour que l'Europe puisse répondre à ce défi. Et j'espère que notre contribution aidera aussi la Commission à avoir l'impulsion politique pour que les États membres puissent accepter les nouvelles initiatives qui sont en préparation. Je rappelle que vous êtes européen, vous êtes portugais, je le précise pour nos auditeurs et téléspectateurs. Monsieur le haut-commissaire, à vous écouter, finalement, il y a une seule dirigeante européenne qui a fait preuve de courage politique, c'est Mme Merkel en ce moment. Pas une seule. J'ai entendu beaucoup d'autres dirigeants politiques en disant nettement qu'il faut recevoir les réfugiés, qu'il faut leur accorder la protection européenne, y compris, il y a une déclaration commune de Mme Merkel et du président français il y a 2 ou 3 jours, et j'ai entendu des dirigeants de beaucoup de pays, y compris des pays qui ont des attitudes négatives. J'ai entendu des dirigeants d'autres partis politiques qui disent non, il faut suivre l'exemple positif de ceux qui accueillent, il faut faire la même chose. Vous parliez de victimes de la guerre, du terrorisme, et à juste titre. Mais il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant dans cette crise où tout le monde se préoccupe de trouver une solution, mais il n'est même plus question d'essayer de discuter de la racine du problème. C'est-à-dire que finalement, il est entendu que, semble-t-il, la Syrie est aux mains de gens comme Bachar el-Assad ou comme Daesh qui terrorisent les populations, bombardent avec des barils, égorgent, tuent, etc. Et que les Syriens, maintenant, il faut les accueillir plutôt que d'essayer de leur proposer un avenir, ou du moins même un présent un peu vivable. Non, mais je crois que les deux choses vont ensemble. Il faut
parce qu'il y a une situation d'émergence, et la paix ne sera pas pour demain. Il faut recevoir les victimes de la guerre, mais il faut aussi, et c'est le niveau politique, il faut aussi trouver une solution à la crise syrienne. Et si vous voulez mon opinion, je crois que la seule chance de solution, c'est si les pays qui sont les pays qui appuient les parties du conflit, et ni le gouvernement ni les partis d'opposition pourraient continuer cette guerre sans l'argent et les armes qui viennent de l'étranger. Alors si les pays qui sont ceux qui se sont engagés dans l'appui aux acteurs du conflit, si ces pays comprennent que vous premièrement... pensez à la Russie, vous pensez à des pays de ce genre? Je pense naturellement, essentiellement, aux superpuissances traditionnelles, mais aussi aux puissances de la région, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Si tous ces pays comprennent qu'aujourd'hui c'est une guerre où tout le monde est en train de perdre, qui est devenu un danger pour toute la région et qui est devenu un danger pour la paix et la sécurité au niveau global, je crois que ces pays devraient comprendre que c'est le moment d'oublier leurs différences, leurs divergences, qui sont naturellement compréhensibles, mais de se mettre ensemble pour arrêter ce conflit. Et j'espère, je crois qu'il y a récemment une petite lumière de contact qui se dégage, d'éléments qui nous permettent de penser que probablement on va essayer des chemins pour trouver une solution. Alors mais c'est absolument essentiel de le faire parce que, comme vous l'avez dit, l'humanitaire ne résout pas le problème. Justement, pour prolonger la question de Christophe, est-ce qu'on peut être tenté de dire, plutôt que de renvoyer dos à dos, par exemple, Bachar el-Assad ou Daesh, de dire appuyons, par exemple, le pouvoir en place, de façon, donc Bachar, de façon à, vous savez que c'est une tentation notamment des Américains, de façon à intervenir sur les racines de ce mal, ou bien on ne peut traiter avec personne. Ce n'est pas à l'HCR de déterminer quelle est la solution politique. Non, vous appartenez à l'ONU. C'est à nous de dire, mais nous avons des obligations très nettes de maintenir une position strictement de neutralité et d'impartialité dans tous les conflits, de parler avec tout le monde et d'essayer de travailler dans toutes les régions, indépendamment de qui contrôle ces régions. Et nous nous tenons à le faire. Mais ce que nous disons, c'est que ceux qui ont une influence sur les acteurs du conflit doivent se mettre ensemble pour terminer ce conflit. Mais il y a quand même quelque chose de terriblement cynique et désespérant dans ce genre de situation. Prenons un autre exemple, un régime beaucoup plus faible que celui de Bachar el-Assad, l'Érythrée de M. Afewerki, qui depuis 10 ans remplit les bateaux de migrants en Libye quotidiennement et qui en plus a réussi à instaurer un système où il prélève une sorte de taxe sur l'argent envoyé par la diaspora qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Est-ce que les Nations Unies, l'Union européenne peuvent laisser continuer ce genre de système où non seulement un dirigeant vit de son pays, mais en plus vit de cette manne que sont devenus les réfugiés et les exilés? Non, mais je crois qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas des sanctions à mettre en place? Il y a beaucoup de situations dans le monde où il y a des régimes qui fonctionnent d'une façon qui correspond à une violation systématique des droits de l'homme. C'est à cause de ça que la protection des réfugiés est nécessaire. Et il y a deux domaines. Notre rôle, c'est de protéger les gens qui sont les victimes de ces situations. Le rôle des institutions politiques, et notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est exactement d'essayer de créer les conditions pour que ces situations puissent se terminer. Oui, mais lorsque l'argent des réfugiés et migrants finit par servir à renforcer un régime qui les chasse, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sanctionner, d'éviter ces flux d'argent qui finissent par alimenter le régime? Mais c'est là le pouvoir du Conseil de sécurité de déterminer des sanctions vis-à-vis les pays qui violent des droits élémentaires de la personne humaine ou qui créent des situations de conflit qui génèrent des drames humanitaires terribles. Est-ce que... Il va y avoir, concernant l'Afrique, il va y avoir au mois de novembre un sommet Europe-Afrique. Est-ce que vous attendez, sur la question des migrations, vous attendez des engagements dans ce type d'instance? Est-ce que vous avez des attentes pour endiguer justement le flux des migrants venant d'Afrique pour raison que ce soit politique ou économique? Ça, c'est un thème qui me passionne. J'ai co-présidé le premier sommet Europe-Afrique, qui était d'ailleurs une proposition de la présidence
du Portugal et après organisé par la présidence portugaise avec à ce moment-là l'OAU, l'organisation africaine qui a précédé l'Union africaine. Et j'ai été toujours passionné par la coopération avec l'Afrique. Et ce que je pense, c'est qu'il faut là trouver une réorientation très poussée des mécanismes de coopération. Il faut premièrement plus de coopération entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut aussi orienter cette coopération d'une façon qui puisse aider l'Afrique à offrir aux Africains des opportunités en Afrique. Et malheureusement, la plupart des politiques de coopération qui existent ne tiennent pas en compte la mobilité humaine. Quelquefois, elles sont même des facteurs de déplacement. Alors, j'aimerais bien voir une croissance importante de cette coopération euro-africaine, mais aussi de voir cette coopération s'orienter plus, ou s'orienter pour la première fois d'une façon décisive, vers cet objectif, aider l'Afrique à qu'elle puisse avoir des options pour les Africains en Afrique, et notamment, et c'est le domaine qui est peut-être le plus tragique pour l'Afrique, d'éviter cette fuite de cerveau où les cadres les plus qualifiés du continent africain viennent en Europe pour nos hôpitaux, pour nos écoles, pour nos centres. Et là, en général, tous les dirigeants politiques sont favorables. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et il faut créer des conditions qui puissent faire que la migration soit une chose choisie et non une obligation inévitable pour que les gens puissent survivre. Ça fait des décennies qu'on se penche sur le problème du développement de l'Afrique. On a l'impression que maintenant, on met ça dans les mains des privés, des affaires, puisque l'aide publique au développement n'atteint pas du tout les seuils nécessaires. Est-ce que c'est le secteur privé qui doit mettre les choses en main? Est-ce que c'est une démission du politique par rapport à ça? Non, je crois qu'il faut le privé, il faut le public, mais il faut surtout une stratégie, et une stratégie commune. Et c'est cette stratégie qui manque. Christophe Ayat? Oui, on parlait d'un sommet Europe-Afrique et un autre sommet très important à la fin de l'année, c'est COP21 qui s'occupe alors de climat, d'environnement. Ça peut paraître très loin, mais est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes à votre poste, est-ce que vous commencez à voir de plus en plus de migration due au climat, aux questions climatiques, réfugiés climatiques? Et est-ce qu'on va aboutir un jour, prochainement, à un statut de réfugié climatique? Non, il y a deux sortes de déplacements forcés aujourd'hui dans le monde. Le premier, c'est le déplacement causé par des conflits ou la persécution. C'est ce qui est sous l'égide de l'HCR et de la Convention de 51. Et après, il y a le déplacement qui est forcé par un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs naturels. Alors, les changements climatiques sont, à mon avis, le grand accélérateur de ces facteurs. Avec la croissance démographique et l'urbanisation. Alors, ces trois facteurs ensemble engendrent de plus en plus de conditions de dégradation de l'environnement, de conditions des problèmes de sécurité alimentaire, des problèmes de manque d'eau, etc., qui font que des gens soient obligés, non pas par des raisons politiques ou de la guerre, mais pour des raisons de survie, sont obligés à se déplacer. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui manque dans le système de protection internationale. Parce que ces gens qui ne sont pas des migrants parce qu'ils ont choisi la migration, ils sont des migrants parce qu'ils sont obligés de fuir, n'ont pas aucun régime de protection. Il y a eu une initiative récente d'un nombre de pays qui s'appelle l'initiative Nansen, et nous l'appuyons fortement pour que la communauté internationale puisse créer des mécanismes capables d'offrir à ces gens aussi les mécanismes de protection internationale qui soient justifiés. Je n'aime pas utiliser le nom réfugié du climat parce que ce n'est pas seulement du climat. Il y a eu toujours des désastres naturels, il y a eu toujours la sécheresse, il y a eu toujours le Sahara est un désert récent. C'est pas seulement le climat, c'est l'ensemble de ces facteurs, de ces méga tendances qui font que de plus en plus des gens soient obligés de partir de leur communauté et pour lesquels il faut des réponses de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle, telle qu'elle se déroule en Europe, va contraindre des pays, des grandes puissances qui ne sont pas forcément européennes, à prendre des mesures, se pencher sur des solutions? Je pense à la Russie, aux États-Unis, qui sont toujours dans la politique du veto.
Est-ce que vous pensez que cette crise va bouleverser les habitudes ou est-ce qu'on va assister au même blocage au niveau du Conseil de sécurité? Non, je ne crois pas que ce soit la crise européenne qui va changer le fonctionnement du Conseil de sécurité. Ce que je crois, c'est que les dangers pour la paix et la sécurité au niveau global, de la multiplication des crises que nous avons, un jour obligeront les grandes puissances à comprendre qu'il faut mieux se mettre d'accord. Est-ce que vous considérez qu'on est au début d'une vague encore plus importante de migration autour de l'Europe et dans le monde? Ou est-ce qu'on est sur une période de crise relativement limitée, compte tenu des facteurs nouveaux que vous évoquez sur le climat, sur déstabilisation économique? Est-ce que vous redoutez que vous-même ou votre successeur ne soit contraint de gérer? Actuellement, on estime autour de 60 millions dans le monde de personnes dans cette situation, que ce chiffre est appelé malheureusement à croître. Si on regarde le déplacement à cause des conflits, on a assisté à une accélération absolument incroyable dans les dernières années. Je peux vous donner les chiffres. 2010, 11 000 personnes par jour. 2011, 14 000 personnes par jour. 2012, 23 000 personnes par jour. 2013, 32 000 personnes par jour. 2014, 42 500 personnes par jour. Et ça veut dire qu'il y a une multiplication de conflits partout dans le monde et que les vieux conflits n'ont pas de solution. Et ça prouve que la capacité de la communauté internationale de faire la prévention des conflits et la solution des conflits n'est plus là, ou est très limitée. Nous n'avons jamais eu un système de gouvernance globale et moins encore de gouvernance démocratique, mais aujourd'hui même les rapports de force ne sont plus clairs. Je me rappelle de la guerre froide, les choses étaient claires. Je me rappelle de la période d'hégémonie américaine des années 90. Il y avait un gendarme du monde, etc. Les choses étaient claires. Aujourd'hui, les choses ne sont plus claires. L'impunité et l'imprévisibilité sont partout. Et je crains que dans les années à venir, ça va devenir encore pire. Mais j'espère qu'à un moment donné, notamment dans l'évolution vers un monde multipolaire, on trouvera des mécanismes multilatéraux pour être plus efficaces. Vous prolongez les chiffres que vous nous donniez? Vous prolongez les chiffres que vous nous donniez de 2017-2020? J'espère que les choses, à un moment donné, puissent commencer à changer. Mais si on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est évident que la capacité d'éviter les conflits et de les résoudre rapidement n'est plus là. Oui, vous parliez d'un certain nombre de conflits et vous disiez que la prévention n'a pas joué son rôle. Qu'est-ce que vous pensez Il y a eu des interventions qui ont été menées par la France en Centrafrique, au Mali. Il y a eu des initiatives de régler le problème Boko Haram, notamment par une conférence à Paris. Il va y en avoir une autre. Est-ce que de ce côté-là, vous pensez que ça a permis d'endiguer le problème ou ça n'a servi à rien du tout? Non, je crois qu'il y a des interventions qui ont ou bien réussi à résoudre des problèmes ou au moins à les réduire dans leur impact. Et au Mali, on a vu ce qui se passait et au moins on a pu contenir cette évolution. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que les conflits sont devenus plus complexes. Il n'y a plus une guerre entre deux pays ou un conflit entre un gouvernement et une opposition. Il y a dans le même environnement des troupes d'un gouvernement, quelquefois des troupes internationales, il y a des milices religieuses, ethniques, politiques, il y a des bandits, il y a des gens qui sont des bandits le matin et membres d'une milice l'après-midi, et ça rend aussi la résolution des conflits plus difficile. Même si on trouve une solution politique en Syrie, il y aura après des mouvements extrémistes qui, certainement, ne seront pas partie de la solution. Il faudra tenir compte et résoudre ce problème après. Mais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette perte de clarté dans les rapports de force, la capacité de trouver des solutions politiques est vraiment aujourd'hui très limitée. Antonio Guterres, merci de nous avoir accueillis ici à Genève, donc au Haut-Commissariat aux réfugiés. Vous nous décrivez un monde en crise, une crise qui malheureusement ne fait qu'empirer. Est-ce que ça condamne aussi l'Organisation des Nations Unies, dont vous êtes une agence? Ça ne marche plus, l'ONU, en prévention des crises? C'est évident que les Nations Unies, du point de vue politique, ne peuvent pas faire plus que ce que les États membres permettent. Merci d'avoir été avec nous. Merci à RFI et au Monde également de participer à cette émission.
Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.